Au plaisir de vous savoir nombreux à suivre cette télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le président de la République séjourne à Dakar depuis hier. La sécurité transfrontalière, le développement socio-économique et politique sont entre autres les questions épulsées par les deux chefs d'État à Dakar. Cette visite de 72 heures permettra à Macky Sall et Alpha Condé de consolider les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays. L'opposition guinéenne décide de reprendre les manifestations de rue le lundi 17 août sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'une plénière qu'elle a tenue à Conakry. Des citoyens accusent plusieurs magistrats guinéens de se livrer à la corruption. Des plaintes sont déposées contre eux, mais beaucoup ignorent la démarche. Le Conseil supérieur de la magistrature a conféré avec la presse à Conakry à cet effet. Objectif, éclairer la lanterne des citoyens sur la procédure de saisie. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé depuis 48 heures, le président de la République séjourne à Dakar. Professeur Alpha Condé s'est entretenu ce vendredi avec son homologue sénégalais Macky Sall. Au menu des échanges, la sécurité transfrontalière, le développement socio-économique et politique, entre autres. Les deux chefs d'État doivent aussi animer une conférence de presse ce soir. Cheikh Amadou Bamba Faye depuis Dakar. C'est au second jour de la visite officielle du président Alpha Condé au Sénégal, une visite qui a été d'abord ponctuée par un accueil chaleureux au niveau de l'aéroport Sédar Senghor. C'était hier, quand l'avion présidentielle a été immobilisée aux environs de 17 heures justement. La suite, ça a été une rencontre entre les deux délégations ce matin, une rencontre qui a eu lieu au Palais de la République, au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés par les deux délégations. Une rencontre qui a été à huis clos en partie. Au moment où nous parlons, en tout cas, les communiqués finaux ne sont pas encore apparus, mais ce qui est sûr, des secteurs clés comme l'énergie ont été abordés, et tout comme également les secteurs de la sécurité entre les deux pays, mais également dans le reste de l'Afrique de l'Ouest, quand vous le comprenez un peu, l'Afrique de l'Ouest qui est traversée par quelques soubresauts, notamment ce qui se passe dans cette région avec la menace de l'AQMI, la menace des terroristes, ces menaces qui ont été également parcourues par les chefs d'État et les différentes délégations. Ce soir, les présidents sénégalais et guinéens on peut faire un cocktail de presse ici au niveau de l'hôtel Radisson, l'hôtel Radisson qui a refusé du monde avec notamment beaucoup de ressortissants guinéens qui ont effectué les déplacements. Le président de la République, Alpha Condé, a eu à rencontrer des ressortissants, notamment par délégation, mais également il a eu à recevoir la présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, Madame Aminata Tall, qui a eu un entretien en tête-à-tête avec le président Alpha Condé. Tout cela, nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais ce qui est sûr, c'est un cocktail de presse qui réunit donc le président Alpha Condé et les journalistes ici au niveau du Radisson où les délégations sont logées. Pour la suite, notamment de la visite, ce sera donc pour demain. Demain, samedi, le président guinéen et son hôte sénégalais, Excellence Macky Sall, vont se rendre à Diamniadio. Diamniadio, vous le voyez, c'est donc une commune qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, mais qui va devenir le futur du Sénégal parce qu'il y a un pôle de développement dénommé pôle de développement économique de Diamniadio. C'est une zone aménagée avec beaucoup d'infrastructures qui va accueillir beaucoup d'usines qui sont d'ailleurs en chantier depuis quelques mois. Le lancement de ce pôle a été effectif il y a cela 4 mois déjà. Et c'est au niveau de cette zone aménagée que se tient le centre de conférence Abdou Diouf, le centre donc dénommé Abdou Diouf, l'ancien président de la République du Sénégal, un centre qui a abrité le dernier sommet de la francophonie qui a été couramment fixé ici à Dakar. C'est au niveau donc de cette zone que le président Alpha Condé et son homologue sénégalais Macky Sall doivent se rendre demain, pour ce qui promet en tout cas
de bonnes retrouvailles, mais également la présentation de ce pôle de développement qui est un exemple en Afrique et sur lequel certainement le président guinéen aura également des choses à dire. En attendant, ce que l'on peut retenir, c'est que c'est au second jour de sa visite, depuis qu'il est arrivé hier, le président guinéen a eu à effectuer vraiment beaucoup de rencontres. Celle de ce matin, d'abord, pour rappel, a été élargie à l'ensemble des délégations présidentielles. Et ce soir, il a rencontré donc au cours d'un cocktail de presse les journalistes et beaucoup de questions ont été évoquées. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans notre prochaine relation. C'était Cheikh Amadou Bamba Faye depuis Dakar pour le groupe Évasion. L'opposition républicaine a tenu une plénière ce vendredi à Conakry. Au cours de cette rencontre, elle a annoncé la reprise des manifestations de rue le 17 août prochain sur toute l'étendue du territoire national. Cette coalition politique a rejeté les propositions de sortie de crise faites par le gouvernement cette semaine. Nabi Kamara, Lansana Traoré. Dans un communiqué diffusé mercredi sur les antennes des médias d'État, le gouvernement guinéen disait que 8 des 10 points inscrits à l'ordre du jour des derniers dialogues avaient été acceptés par l'opposition. Cette dernière vient de démentir cette information au sortir d'une rencontre tenue ce vendredi à Conakry. Pour l'opposition, ce dialogue a été un échec. Ce communiqué est tout sauf la réalité du dialogue qui s'est déroulé au Palais du Peuple. Comme vous le savez, l'accord d'étape qui a été soumis à l'opposition pour signature n'a pas été signé par les responsables de l'opposition, tout simplement parce qu'il ne reflétait pas la réalité du dialogue intervenu. Et les différents points de consensus évoqués dans cet accord d'étape n'en étaient pas, puisque, encore une fois, sur les 10 points inscrits à l'ordre du jour, 4 seulement ont été discutés en plénière. On ne peut donc pas être d'accord sur 8 points sur les 10, alors que seulement 4 points ont été débattus. Estimant que le gouvernement et la mouvance sont de mauvaise foi en ce qui concerne l'aboutissement du dialogue, l'opposition républicaine dit reprendre les manifestations de rue le 17 août prochain pour se faire entendre. L'opposition a donc décidé de reprendre ces manifestations sous des formes et des formes qui vous seront présentées lors d'une conférence de presse que nous allons organiser le 11 août prochain, c'est le mardi prochain, et après cette conférence de presse, la semaine suivante, c'est-à-dire le lundi 17 août, nous allons commencer notre première manifestation et nous inscrire dans cette logique de manifestation ininterrompue jusqu'à ce que le processus électoral guinéen connaisse une qualification significative de manière à ce que les élections sortent de leur système de fraude organisé par le pouvoir pour confisquer les suffrages que les Guinéens vont exprimer les jours de vote. Sur l'affaire Ousmane Gawal Diallo, l'opposition a apporté son soutien aux députés de l'UFDG et demande au pouvoir de laisser la justice faire son travail. L'opposition apporte donc son soutien à ces députés, son soutien aux citoyens Ousmane Gawal Diallo et exige du pouvoir de laisser la justice exercer correctement son rôle et ne pas s'immiscer dans cette affaire et ne pas donc transformer une banale affaire un fait divers banal en une affaire criminelle. Donc nous avons apporté notre soutien donc à ce député et nous ferons en sorte que dans cette affaire, comme dans d'autres aussi, que la loi soit dite, que la justice soit effectivement rendue. Selon l'opposition guinéenne, le pouvoir aurait donné toutes les instructions aux forces de l'ordre pour réprimer ces manifestations. Mesdames et messieurs, place à présent à la rubrique d'invité du journal qui reçoit pour vous Damantin Albert Camara, porte-parole du gouvernement. Avec lui, nous allons parler de la crise politique en Guinée. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Dans le but de décrypter la situation sociopolitique que le pays traverse depuis quelques mois, le gouvernement a fait une proposition de sortie de crise le 4 août dernier. Expliquez-nous les propositions du gouvernement. Alors, d'entrée de jeu, ce qu'il faut expliquer, c'est que au-delà de décrisper, comme vous l'avez dit, l'atmosphère politique, le climat politique, c'est d'abord mettre les conditions pour que l'opposition et la mouvance présidentielle aillent aux élections dans un cadre transparent et dans un cadre de confiance, notamment lorsqu'on prend en compte les différentes revendications de l'opposition qui a un doute et qui émet des réserves sur le processus électoral tel qu'il est aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, prenant en compte ce qui avait été discuté lors du dialogue qui s'est tenu il y a quelques semaines, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre un certain nombre de points sur lesquels nous estimons
que nous sommes en phase avec l'opposition, quand bien même il n'est pas signé l'accord, le rapport d'étape en question. Il s'agit d'abord de mettre en place un comité de suivi du fichier électoral, ceci pour répondre à l'inquiétude de l'opposition qui dit que ce fichier électoral est corrompu, qu'il est mal fait, qu'il y a des enregistrements de mineurs. Le comité de suivi, qui sera composé et de l'opposition et de la majorité présidentielle, mais également de la société civile, permettra de voir si toutes les opérations qui permettent de corriger ce fichier électoral sont menées correctement et si, par exemple, on arrive à extraire, comme il semble le soupçonner, des mineurs qui auraient été enregistrés. Ça, c'est pour le fichier électoral. S'agissant de la CENI, nous avons malheureusement constaté, comme la plupart des observateurs et de ceux qui connaissent nos lois, qu'il était impossible de répondre en l'état à ce que l'opposition demandait, à savoir recomposer la CENI et enlever un certain nombre de commissaires pour les remplacer par d'autres. Ça serait violer les textes qui régissent cette institution et le code électoral. Et donc, ce que nous avons proposé, c'est qu'un cadre de concertation, nous avons fait très attention aux termes que nous choisissons pour ne pas être taxés de violer la loi et de s'immiscer dans le fonctionnement de la CENI et dans son indépendance. Donc, un cadre de concertation composé de la mouvance, de l'opposition, de la société civile et de la CENI serait là pour observer le fonctionnement de la CENI et pour apporter un certain nombre de suggestions lorsque cela s'avérerait nécessaire. Je dois rappeler que pour la correction de ce fichier électoral, vous avez un collège d'experts qui sera également associé pour garantir la technicité de ce qui va être fait. Ça, c'est des avancées majeures sur des points qui suscitent l'inquiétude de l'opposition et pour lesquels nous avons estimé qu'il fallait faire un certain nombre d'actions que nous ne considérons pas comme des concessions, mais que nous considérons tout simplement comme des actions visant à ramener la confiance. D'accord. Au cours de la rencontre de l'opposition ce vendredi, elle a rejeté en bloc toutes les propositions de sortie de crise. Elle compte répondre à ces manifestations de rue le 17 août prochain. Quelle analyse faites-vous de la démarche de l'opposition? Écoutez, ça veut dire qu'on a 10 jours devant nous pour nous mettre d'accord avec l'opposition, pour éviter qu'on retombe dans ce cycle de manifestations. Très souvent, malheureusement, nous avons été émaillés de violences, de victimes, aussi bien physiques, humaines que matérielles. Et pour ne pas rentrer dans un autre cadre qui également rentre dans le cadre des discussions que nous avons, la réparation des victimes et la poursuite des auteurs de violences. Et donc nous souhaitons que d'ici là, nous ayons trouvé un accord. Nous ne négocions pas parce que nous avons peur des manifestations, nous négocions parce que nous estimons que c'est nécessaire. Les manifestations n'apporteront rien de nouveau aux concertations et à la transparence du processus électoral. D'accord. Le député Ousmane Gawal Diallo de l'UFDJ est assigné en justice par le PDG de Tani Corporation. Le domicile du député aura été perquisitionné et le gouvernement est accusé d'avoir instrumentalisé la justice pour faire taire Ousmane. Votre réaction? Je crois que, avant même d'être député, M. Ousmane Gawal Diallo a eu à tenir des termes très forts, parfois très violents. Je me souviens qu'il avait demandé la mise en place de milices privées. Ce n'est pas la première fois que M. Ousmane Gawal Diallo est particulièrement violent dans ces termes. Le gouvernement ne l'a jamais poursuivi pour quoi que ce soit. C'est une affaire privée qui concerne un opérateur privé qui se dit victime de coups et blessures de la part de M. Diallo. La justice s'en charge, le gouvernement n'a pas à s'en mêler et ne s'en est pas mêlé. D'accord, une dernière question. Depuis quelques semaines, le président de la République a entrepris un périple à travers le continent. Quel est l'objectif de sa tournée? Sur des invitations précises, notamment par exemple l'avant-dernière, celle de la Guinée équatoriale, le président de la République a répondu à ses pairs. C'était une célébration de la fête nationale et puis également pour remercier ceux qui nous apportent un soutien. La dernière visite sur le Sénégal répond également à une invitation et c'est surtout un pays où nous avons une très très forte communauté et qui mérite une attention particulière. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous étions avec le ministre porte-parole du gouvernement, Albert Damantin Camara. Avec lui, nous avions parlé de la situation socio-politique du pays. Politique, toujours dans cette édition, le Parti national pour le renouveau PNR
soutient le candidat du RPG Arc-en-Ciel, professeur Alpha Condé, à la présidentielle du 11 octobre prochain. L'annonce a été faite lors de sa convention nationale qui s'est tenue hier à Conakry. Le président du PNR, l'honorable Alpha Suleiman Bafischer, a justifié le choix du président Alpha Condé parmi tant d'autres candidats à la prochaine élection électorale par le bilan du pouvoir. Mariam Sall, Falidi Lavoudi. C'est un pain béni pour le parti au pouvoir qui reçoit des soutiens sans réserve à quelques mois du premier tour de la présidentielle du 11 octobre 2015. 12 fédérations de l'extérieur et 22 autres de l'intérieur du Parti national pour le renouveau, PNR, viennent de choisir le président Alpha Condé. 86,% des votants expriment leur adhésion à son programme de société. Nous n'avons pas choisi parce que nous voulions choisir. Nous avons analysé encore une fois de plus la situation et nous avons compris que celui qui pouvait apporter ce changement, c'est le président de la République. Mais je vais vous raconter quelque chose. Vous savez, souvent les gens comparent la Côte d'Ivoire à la Guinée. Le président Ouattara a trouvé la Côte d'Ivoire au niveau 2. Mais le président Alpha Condé a trouvé la Guinée à moins 9. Après 4 ans, 5 ans de gestion, le président Ouattara a amené la Côte d'Ivoire de plus 2 à plus 3, soit une évolution d'un point. Le président Alpha Condé a trouvé la Guinée à moins 9. Il l'a amené à plus 1. Ce choix du président Alpha Condé est applaudi par la coordinatrice du parti au pouvoir. Aïda Nantou Chérif rassure que la présidentielle du 11 octobre prochain aura bel et bien lieu avec ou sans l'opposition. Le 11 octobre 2015, les élections présidentielles auront bien lieu. Que ça plaise ou non, nous irons à l'élection présidentielle. Nos frères d'en face ne voulaient pas qu'on aille aux élections législatives. Le professeur Alpha Condé a tout accepté. Je dis bien tout accepté, puisque j'étais au dialogue. La victoire du RPG Arc-en-Ciel est inévitable, à laisser entendre Nantou Chérif. Le RPG Arc-en-Ciel est prêt avec ses alliés. Le 11 octobre 2015 au soir, nous allons fêter la victoire du RPG Arc-en-Ciel avec ses alliés. C'est avec un moral gonflé à bloc que les responsables du PNR et ceux du RPG Arc-en-Ciel se sont quittés. Dans le même registre, le président du CRAC a rencontré les mouvements de soutien au RPG de Kissidougou et ceux du Gékedou en Guinée forestière récemment après la finale du tournoi de football. Dans ces deux préfectures, Malik Sankon a échangé avec les militants sur les démarches à mener pour la réélection du président de la République dès le premier tour de la présidentielle de 2015. Bernard Koundouno, Sidiki Bangoura. Le président du CRAC a été massivement accueilli samedi dans la cité de Kissikaba Keita par les militants du RPG Arc-en-Ciel de la localité. Venus de tous les horizons de Kissidougou, ces militants se sont mobilisés pour réitérer leur soutien au président Alpha Condé pour sa réélection à la présidentielle du 11 octobre 2015. En venant à Kissidougou, de par ce passage, nous leur avons dit que leur mission, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas de bulletins nuls. Kissidougou, après plus de 200 000 électeurs, nous voulons avoir les 100% à Kissidougou, s'il plaît à Dieu. Après plusieurs échanges entre Malik Sankon et les mouvements de soutien, ceux-ci se sont engagés à battre campagne pour que le chef de l'État soit réélu dès le premier tour des présidentielles de 2015. Nous avons eu plus de 9 km de route bitumée en ville. Nous avons des lampadaires. Ça parle. Nous sommes sûrs que ce n'est pas le résultat qui sortira des urnes le 11 octobre à Kissidougou que vous saurez que l'engagement est fait, que vous saurez que les Kissidoukas sont reconnaissants, que celui qui travaille bien est récompensé pour son beau travail. De Kissidougou, le président du CRAC s'est rendu à Gékedou. Là également, Malik Sankon a rencontré les membres de l'antenne locale du CRAC. Si nous parvenons à former, informer et sensibiliser les enseignants
qu'ils soient avec nous. À leur tour, ils pourront sensibiliser les paysans, les citoyens, les militants, comment voter, qui voter, et après le vote, quel comportement il faut adopter. Les enseignants pourront le faire au nom de monsieur le professeur Alpha Condé, afin que nous gagnions dès le premier tour. À la fin de la rencontre, le président du CRAC dit être confiant à la réélection du président de la République dès le premier tour de la présidentielle de 2015. Tenu jeudi au Palais du Peuple du Congrès de Guinée pour tous, GPT, sous le signe démocratie, développement et progrès social, une occasion pour les militants et sympathisants du parti de conférer sur leurs priorités pour les années à venir, mais également affirmer leur soutien au RPG Arc-en-Ciel pendant la présidentielle du 11 octobre 2015 avec le slogan « Libère ton esprit ». Ce congrès a connu la présence de plusieurs alliés du parti, des membres du gouvernement et des cadres du parti de Kassory Fofana. Lansana Traoré, Suleiman Souma. La joie, l'ambiance festive et déclaration de soutien aux acquis du pouvoir en place étaient au rendez-vous de ce deuxième congrès de Guinée pour tous. Ce congrès du diagnostic des actions menées par le GPT était une opportunité pour les responsables de justifier l'alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Notre choix du RPG comme allié politique est aussi fondé sur la convergence de vues entre ce parti politique et le nôtre et sur l'appréciation, la forte appréciation que nous faisons des performances des 5 années de gouvernance du professeur Alpha Condé. Le Palais du Peuple, pris d'assaut par les alliés et militants du parti GPT, offrait un spectacle coloré et des discours de soutien aux idéaux de Kassory Fofana et du professeur Alpha Condé. Pour le président de GPT, cette année, il faut voter utile car pour lui, le candidat de la majorité doit continuer. Pour nous, GPT, le choix est fait. J'en appelle à la mobilisation générale en faveur du président Alpha Condé. Libérez l'esprit du Guinéen pour faire un vote ici. L'heure de la vérité a sonné. Notre candidat a un bilan. Également présente à ce congrès, la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel a sollicité plus d'union au sein de l'alliance de la majorité présidentielle. La Guinée est le trésor commun à nous tous. Pour lui donner de la valeur, nous devons être ensemble, indépendamment de nos positions politiques. En plus d'exhorter les leaders politiques à animer la vie politique dans l'apaisement, ce deuxième congrès de GPT a aussi mis l'accent sur l'ambition du parti pour les années à venir. Ambition qui est celle de lutter pour l'épanouissement du peuple de Guinée. Dans cette édition également, lutte contre la fraude électorale, l'Observatoire guinéen pour des élections libres et transparentes en a fait son cheval de bataille. Cette problématique a fait l'objet d'une conférence de presse organisée ce vendredi par cette structure qui entreprend une campagne d'information et de sensibilisation des citoyens sur les conséquences des fraudes électorales. Dino Marcia. Pendant que la mouvance et l'opposition s'accusent pour les fraudes qui auraient caractérisé les récentes opérations de révision des listes électorales, l'Observatoire guinéen pour des élections libres et transparentes, elle monte au créneau pour expliquer aux citoyens les enjeux de la fraude électorale. Une problématique qui a souvent créé l'instabilité dans certains pays, notamment en Afrique après les élections. La fraude électorale est caractérisée par des violences. Il y a aussi l'origine de la violence par rapport à la fraude électorale, avant, pendant et après les élections. Les gens pensent que la fraude électorale, c'est seulement le jour du scrutin, alors que la fraude électorale, ça se prépare à l'avance. Donc aujourd'hui, nous sommes là
pour débattre sur ce thème, pour que ensemble qu'on arrive à avoir des réflexions sur la fraude électorale, qui est un danger pour la population. Les différents aspects de la fraude dans un processus électoral, de la campagne à la proclamation des résultats, ont été expliqués par l'Observatoire. La fraude électorale ne s'exécute pas qu'au jour du scrutin. La fraude a lieu à chaque étape du scrutin. De plus, la fraude, elle est universelle et elle est transfrontalière. Lors de la révision des listes, il peut y en avoir fraude. L'inscription multiple, l'inscription des moins de 18 ans, communément appelée inscription des mineurs, des étrangers, des citoyens qui sont décédés. Il suffit juste d'écouter le discours des acteurs politiques, il suffit juste d'écouter les militants. Vous comprendrez que l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Il faut que nous nous engageons ensemble pour la transparence des élections. Les tares du code électoral guinéen, notamment l'absence des observateurs nationaux et étrangers, ainsi que la candidature indépendante et l'absence de la société civile dans les opérations d'enrôlement, ont été dénoncés par l'Observatoire guinéen pour des élections libres et transparentes. Un guide électoral a été élaboré par la structure pouvant permettre à l'Assemblée nationale de toiletter les textes électoraux de la République de Guinée. Justice à présent, depuis son installation en juillet 2015, le Conseil supérieur de la magistrature a reçu une trentaine de plaintes. Les citoyens ont notamment accusé de nombreux magistrats de corruption, mais seulement beaucoup d'entre eux ignorent la procédure de saisie de l'institution qui a conféré avec la presse ce vendredi à Conakry. Mamadi Dekondé, Igatou Diallo. Le Conseil supérieur de la magistrature a pour rôle de moraliser le travail des magistrats. Au cours de sa première année d'exercice, l'institution a reçu 23 plaintes. 9 de ces plaintes visant des magistrats pour des faits de corruption ont été répondues. Il y a eu une sanction de révocation concernant un magistrat. Il y a eu des sanctions de rétrogradation par abaissement de grade, des sanctions d'abaissement d'échelon et une sanction relative au déplacement des magistrats, plus une décision de rejet. Pour le Conseil, la plainte rejetée était non fondée et l'institution dit avoir constaté que de nombreux citoyens ignorent la procédure de saisine. Quand on veut saisir le CSM, il faut écrire au secrétaire exécutif, indiquer les motifs pour lesquels on porte plainte et il faut que ces motifs affectent le comportement du magistrat et non la décision du magistrat. Le corps de la magistrature comporte des magistrats en service depuis la Première République et ceux de la jeune génération. À ces derniers, Amadou Silla recommande surtout de se remettre en cause. Par rapport aux jeunes magistrats, à eux, ils n'ont aucune excuse et ils ont commencé directement par le beurre, comme je l'ai dit. Ils commencent avec des rémunérations qui sont supérieures à 5 millions, alors que nous, on est resté très très longtemps. Jusqu'il y a encore 2 ans, je n'avais pas 3 millions de salaires. Nous pensons que ce genre de traitement doit être suffisamment motivant pour eux, pour qu'ils fournissent beaucoup d'efforts afin que régulièrement ils qualifient leur façon de faire. Après un an de fonctionnement, le Conseil supérieur de la magistrature estime qu'il a contribué à moraliser la profession. En perspective, il s'engage à renforcer les acquis de l'indépendance des juges. Avant de clore cette édition, Rusal dit avoir constaté le démantèlement des rails de sa compagnie au port autonome de Conakry par des sous-traitants de Bolloré. Cette société russe avoue que ce démantèlement est un obstacle de taille à son programme de relance de l'usine d'aluminium de Fria aux arrêts depuis 3 ans. Mamadi Dekondé. Depuis avril 2012, l'usine d'aluminium Rusal Frigia est aux arrêts suite à une grève de ses travailleurs. 3 ans après, son redémarrage se peaufine. Dans le programme de relance fourni à l'État par la compagnie Rusal, 2 études de faisabilité sont proposées. L'option numéro 1 a supposé la construction d'une nouvelle usine à la place d'une ancienne usine. L'option 2 a prévoyé la reconstruction de l'usine avec augmentation de production. Cependant, un obstacle de taille empêche le projet de relance de Frigia. Les chemins de fer de transport des minéraux produits par l'usine
sont démantelés par des sous-traitants du groupe Bolloré au port autonome de Conakry. Démontage des rails du chemin de fer de Sriguia au port autonome de Conakry déprécie tous les efforts de Rusal en ce qui concerne la réhabilitation de l'usine d'aluminium Sriguia, et cela équivaut à la cessation de la concession de l'usine d'aluminium Sriguia au port autonome de Conakry. Sans ce port, l'usine ne peut pas exister. Pour la compagnie Rusal, la direction du port n'est pas blanche comme neige dans le démantèlement des rails. Bien que non influente sur le cours des choses, la société russe se réserve le droit de saisir la justice nationale et internationale. Nous avons porté cette position à la connaissance du gouvernement de la Fédération de Russie. On veut faire une déclaration que la société Rusal n'a pas d'autre moyen que de défendre ses intérêts et ses droits de propriétaire de l'usine, aux tribunaux de la Guinée et aux tribunaux internationaux. Première usine de production d'aluminium en Afrique, Rusal Sriguia a été construite en 1957. La cessation de ses activités il y a 3 ans a plongé la ville de Sriguia, jadis Petit Paris, dans une crise socio-économique sans précédent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.